Pas de rapport, on va le lancer par défaut et si jamais il y a quelqu'un qui s'y oppose, ben, on arrêtera. On effacera. Voilà. Voilà, donc Vincent Catapoulet, le directeur du Collège des généralistes enseignants, est là pour la partie logistique et du coup je présente brièvement Lilou Pedrazzoli qui est interne de la subdivision Océan Indien en 2019, si je ne m'abuse, qui du coup maintenant exerce en tant que remplaçant, voire collaborateur maintenant, bientôt. Bientôt, en décembre, là, Voilà. normalement, dans un an, dans un mois, je m'installe. Ok, super, et qui a pas mal travaillé sur la question des parcours des personnes trans. Je te laisse la parole, Lilou, merci. Et bah déjà, bienvenue tout le monde. Merci beaucoup d'être là ce soir pour cette petite formation. Je vais commencer tout de suite parce que je vais vraiment essayer de tenir la demi-heure, mais j'ai plein de choses à vous raconter, donc j'espère que je vais pas trop dépasser. Donc le but de ce soir, c'est de refaire un petit point justement sur comment on prend en charge les personnes trans en médecine générale. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez, voilà, moi, j'ai organisé du coup ma présentation un peu en différents niveaux. En fait, l'idée, c'est de se dire que des personnes trans, vous allez de toute façon très probablement en croiser un moment ou un autre dans votre cabinet, que ce soit pour une demande spécifique par rapport à la transition, ou que ce soit parce que, bah, comme pour n'importe qui, ils ont besoin d'avoir accès à la santé. Donc, ça peut être aussi pour complètement autre chose. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu différents niveaux du truc de base. Donc j'ai mis là par exemple offrir un accueil bienveillant de base comme pour tous les patients et patientes. Et après, petit à petit, bah, si on monte un peu en compétences, on monte en niveau en fonction aussi de à quel point on veut bah, s'investir sur le sujet ou pas. Et voilà. Donc avant de faire ça, je voulais vous présenter, refaire un petit peu quelques définitions pour bah, qu'on parle un petit peu tous de la même chose et aussi parce que la plupart du temps, quand même, en fait, les médecins, les professionnels de santé, ils ont envie de bien faire, ils ont envie de bien accompagner les patients et les patientes, mais ils se retrouvent bloqués parce que parfois ils ne connaissent pas ou ils comprennent pas. Et donc, on se retrouve un peu à pas comprendre ce qui se passe pour les patients et du coup à pas trop savoir comment les accompagner. Donc, je vous ai remis une petite présentation pour refaire un peu la distinction entre sexe, genre et orientation. Je ne sais pas si on voit ma souris ou pas. Oui, non. Oui, le reste, oui. Fais-la défiler, Lilou. Si je la bouge comme ça ou pas particulièrement. Si, on la voit. Ouais. Oui, un D'accord, petit peu. parfait. Donc, on va partir du biologique. Donc, biologique, c'est bah, là où on appelle le sexe. Alors, là, on l'a mis au niveau des organes génitaux parce que c'est ce à quoi on pense en premier, mais le sexe, ça va reprendre tout ce qui va être, bah, du coup, organes génitaux, caractère sexuel secondaire, primaire, hormones. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être ou masculin, donc avec bah, un pénis, beaucoup de testostérone, ou féminin avec une vulve, un utérus, de la poitrine. Et quand on n'est ni complètement dans l'un ni complètement dans l'autre, c'est pas le thème d'aujourd'hui, donc je vais pas forcément m'étendre dessus, mais c'est ce qu'on appelle l'intersexuation. Ça concerne à peu près 1% de la population, où il va avoir du coup des caractéristiques sexuelles qui rentrent ni complètement d'un côté, ni complètement de l'autre côté. C'est quelque chose qui est différent de la transidentité, c'est quelque chose de purement enfin, biologique qui peut amener d'autres problématiques, notamment quand il y a des chirurgies au niveau des enfants pour faire rentrer d'un côté ou dans l'autre. Mais voilà, c'est pas forcément le thème aujourd'hui. Donc, à la naissance ou même avant la naissance avec les échographies, on constate un sexe et du coup, à la naissance, on assigne un genre. C'est-à-dire que en général, on a un bébé qui naît avec un pénis, on lui dit bah ton sexe est masculin, donc on t'assigne un genre, c'est garçon. Donc ça, c'est le genre qui va être assigné à la naissance. C'est de ça dont on parle. Le genre qui est l'identité de genre, donc c'est le genre qui va être vécu, ressenti, voulu par les personnes.
Quand ce genre, c'est le même que celui qui est assigné à la naissance, on parle de personnes cisgenres, donc la majorité des personnes. Et quand ce genre est différent, c'est-à-dire que par exemple à la naissance, on a assigné tu as un pénis, donc tu es un garçon, et que finalement la personne en grandissant, alors ça peut être à différents âges, mais en grandissant finalement ne se sent pas à l'aise avec ce genre de garçon, sans que ça lui convient pas, ça la représente pas, et va avoir plutôt un genre féminin, c'est là où on parle de personnes transgenres. On a aussi donc l'orientation amoureuse sexuelle qui est différent du genre. L'identité de genre, c'est qui on est. L'orientation amoureuse et sexuelle, c'est par qui on est attiré, qui on aime. Voilà. Donc c'est des choses qui sont différentes. Et ensuite, quelque chose aussi qui est différent, c'est l'expression de genre. L'expression de genre, ça va être pareil, tout un spectre qui peut aller du féminin au masculin en passant par d'autres choses. L'expression de genre, ça va être par exemple par les vêtements, par la coiffure, par la manière dont on parle, dont on s'habille, la manière dont on se présente. Et tout ça, c'est pas du tout spécifique aux personnes trans, c'est-à-dire que tout le monde a une expression de genre. On voit bien que, par exemple, je sais pas, chez les femmes cisgenres, bah, il y en a qui vont vouloir porter leurs cheveux différemment, qui vont s'habiller différemment. Donc ça, c'est voilà, c'est assez vaste pour tout le monde. Et donc, on peut avoir un peu toutes les combinaisons possibles avec ça. Je vous ai remis aussi quelques notions de vocabulaire. Alors ça, c'est des choses qu'on peut retrouver. Notamment, j'ai mis un petit peu je vous en parlerai aussi plus tard, mais des choses qui viennent des recommandations de la HAS, par exemple. Donc du coup, parce que des fois, on ne sait pas trop justement quand on dit, par exemple, une femme transgenre, de qui on parle. Est-ce qu'on parle de gens qui, là, sont des femmes ou qui étaient des femmes avant? C'est des choses où on peut être un peu perdu. Du coup, pour se représenter, l'idée et l'important, c'est là où on va, là où les gens, le genre d'arrivée, parce que c'est finalement le genre qui est vécu, le genre qui est ressenti. Donc, c'est de celui-là dont on parle. Donc, par exemple, pour une femme transgenre, des fois on dit M2F aussi. Alors, les gens, ils vont pas forcément dire ça pour eux-mêmes, mais par exemple, des fois sur des études ou quand on recherche des infos, on peut avoir ça. Donc, pour mâle to femelle. Donc, ça va être des personnes assignées hommes à la naissance, mais dont l'identité de genre est féminine. Donc, par exemple, si on reprend ici, donc on a des personnes avec un sexe biologique masculin, à la naissance assignées hommes, mais dont l'identité de genre va être plutôt féminine. Et donc, c'est des femmes transgenres qui peuvent avoir n'importe quelle orientation amoureuse et sexuelle. Ça peuvent être lesbiennes, elles peuvent être bi, elles peuvent être hétéros, elles peuvent être asexuelles, et qui peuvent avoir n'importe quelle expression de genre, comme n'importe quelle femme finalement. C'est sur l'expression de genre, c'est aussi important parce que des fois, ça peut un peu décontenancer, surtout quand on a des personnes en début de transition ou qui n'ont pas commencé des transitions médicales, où par exemple, on peut avoir, notamment chez les femmes trans, qui peuvent avoir beaucoup de violence dès qu'elles mettent un pied un peu hors de la masculinité et qui peuvent parfois avoir une présentation de genre assez masculine. Et des fois, c'est des choses qui vont rester parce que finalement, parfois, c'est des choses qui leur conviennent. Des fois, c'est des choses qui peuvent évoluer quand elles vont prendre de l'assurance, quand elles vont se rassurer, notamment avec le début des hormones. Donc, si on continue, on a donc, par exemple, un homme transgenre. Donc, ça va être quelqu'un qui est assigné femme à la naissance, mais qui a une identité de genre masculine. Et du coup, c'est ça qui est important, l'identité de genre masculine. Donc, c'est un homme et un Un homme adjectif trans. transgenre. D'accord. Est-ce que vous On, pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? on a aussi du coup, donc là on a parlé pour parler de tout ce qui est entre deux, c'est-à-dire là j'ai parlé beaucoup des deux extrémités du spectre du genre, donc masculin et féminin. On parle de spectre parce que justement c'est quelque chose qui est pas binaire et donc des fois il y a des non-binarités. Donc la non-binarité ça va être toutes les personnes qui ne sont pas strictement dans un côté ou dans l'autre. Ça peut se vivre et se ressentir de plein de manières différentes. Des fois, c'est des gens qui vont se ressentir ni l'un ni l'autre, ou bien des fois, ça fluctue. Ça peut varier. C'est
pas très grave, je trouve, de pas comprendre exactement c'est quoi le genre de la personne qui est en face. Des fois, les personnes elles-mêmes vont pas le comprendre exactement hyper bien. Ce qui est important, c'est de pouvoir définir des bases, on va dire, d'interaction. Par exemple, comment on s'adresse aux gens, comment on parle d'eux, comment ils se sentent bien si on les appelle de telle ou telle manière. Après, pour les définitions exactes de comment ils ressentent spécifiquement leur genre, c'est pas toujours, enfin voilà, c'est pas toujours très grave. Je voulais reparler aussi de dysphorie parce que c'est des choses dont on entend en général quand même parler. Moi, j'ai trouvé intéressant enfin moi, quand je l'explique, mais c'est pas quelque chose qui vient de moi, mais de parler justement de dysphorie physique et de dysphorie sociale. Euh, En fait, la dysphorie, du coup, ça va être la détresse, l'inconfort. Alors, quand ça va être physique, ça va être par exemple lié à l'apparence du corps qui ne correspond pas, du coup, avec ce que la personne voudrait, ce que la personne ressent. La dysphorie sociale, elle va venir pas tant du corps en soi-même, mais du fait que les autres nous perçoivent pas comme on le voudrait. Pour donner un exemple et pourquoi c'est important, ça va être par exemple la poitrine chez les hommes transgenres. Chez certains hommes, ça va en soi, le fait d'avoir une poitrine, vraiment les déranger, ça va être compliqué. Donc ça peut être des fois compliqué de la avoir, de la soigner, de se laver par exemple. Et des fois, il n'y a pas tant de dysphorie physique, c'est-à-dire que l'organe en soi les dérange pas plus que ça. Par contre, il va y avoir une dysphorie sociale, c'est-à-dire que le fait d'avoir une poitrine, du coup, on est perçu comme une femme, et là, ça peut être dérangeant du coup. C'est important de le savoir parce que ça amène des fois à des choix dans les transitions médicales. Par exemple, le choix de faire certaines opérations ou non, de prendre des hormones ou non, qui peut être parfois chez les médecins pas toujours bien compris en disant mais t'es une personne trans, mais pourquoi par exemple tu veux pas faire cette opération? Bah finalement c'est que, imaginons par exemple le fait d'enlever la poitrine, ça va être que la poitrine en soi elle les dérange pas tant que il y a d'autres marqueurs de genre qui font qu'on les perçoit masculins, ça leur convient comme ça. Ça peut être la même chose aussi pour les opérations génitales. Quand on parle de transition, on pense souvent beaucoup aux opérations génitales, alors qu'en fait, alors il y a une bonne partie des gens qui vont le faire, mais aussi une bonne partie des gens qui vont pas le faire, des fois par choix, parce que finalement, il n'y a pas forcément de dysphorie au niveau des organes génitaux, parce qu'en plus, c'est pas quelque chose, on va dire, qu'on voit dans la vie de tous les jours, donc c'est plutôt dans l'intimité. Donc si finalement, il n'y a pas particulièrement de gêne avec cet endroit-là, dans la vie de tous les jours, les organes génitaux, on n'interagit pas trop avec les gens avec normalement, donc ça pose pas de souci. Et il y a aussi le fait que c'est des chirurgies restent quand même assez lourdes, où il y a beaucoup d'attentes, qui peuvent des fois être assez chères, donc pas forcément accessibles pour tout le monde. Un petit mot aussi sur le terme de passing que vous pouvez entendre des fois. Le passing, c'est comment les autres perçoivent le genre d'une personne. C'est assez lié à l'expression de genre. Donc ça peut être des fois justement l'idée de se dire, ah il y a un passing féminin. Par exemple, on voit telle personne, on se dit tout de suite, ah c'est une femme, cette personne elle a un passing féminin. Euh, du coup, le niveau 1, c'est vraiment la base et le truc qui est le plus important. Là, j'ai assisté assez récemment à la thèse d'une de mes consoeurs, Dr Marie David, qui faisait une thèse justement sur le vécu des personnes trans dans les consultations en médecine générale à La Réunion. Et ce qui revenait souvent, c'est que même quand les médecins connaissaient rien, on va dire techniquement, à la transition, à comment ça se passe, ce qui était vraiment aidant, c'est de pouvoir être bien accueilli en étant bien genré, avec voilà quelque chose qui est respectueux. C'est vraiment, ça a changé tout. Et aussi beaucoup la relation de confiance qui était nouée avec les médecins généralistes. Donc l'idée, ça va être par exemple déjà de poser un petit peu le cadre. Quel prénom est-ce que vous voulez qu'on utilise? Quels pronoms? Quels accords? Est-ce qu'on dit elle? Est-ce qu'on dit il? Est-ce qu'on dit madame? Est-ce qu'on dit monsieur? Voilà. Dans beaucoup de logiciels, en général, on peut changer les prénoms. C'est pas possible avec tous les logiciels. Je sais que notamment des fois à l'hôpital, bon là c'est moins l'idée, mais on peut pas trop changer les prénoms. Mais par exemple, moi j'utilise Doctolib, on peut changer la civilité. J'utilisais Lodoc avant, c'est le cas aussi.
Il y a certains logiciels où ce sera pas forcément possible, mais par exemple, on peut quand même souvent se mettre des petites notes dans les dossiers des patients et du coup se dire, bon, bah, là, là, il y a noté ça, mais on utilise ce prénom, on dit madame, et ça facilite quand même beaucoup les choses. En général, si c'est la première fois et que les gens en ont jamais parlé, ils vont pas particulièrement vous en vouloir de pas deviner comme ça, juste parce qu'ils ont pris rendez-vous, qu'il fallait dire ça. Mais par contre, si les gens vous en ont parlé, vous ont dit, bah, moi, je réfléchis à ça, je me sens mieux si on me dit monsieur, et que sur toutes les consultations avant, après, on dit madame, madame, ça va quand même les peser et ça va abîmer la relation de confiance, la relation de soin. Donc voilà, aussi comment on les appelle en salle d'attente. Moi en général, alors moi j'ai des motifs de consultation transidentité. Du coup, quand je vois que c'est quelqu'un que j'ai jamais vu et que c'est pour ça, en général je dis que le nom de famille en salle d'attente et puis j'adapte après. Mais des fois ça peut être aussi si les gens sont pas hyper à l'aise de dire bah vous préférez qu'on dise quoi en salle d'attente. Une des propositions ça peut être de dire on dit juste le nom de famille comme ça voilà on ne met pas on met pas ce sujet-là en salle d'attente si les gens sont pas à l'aise avec ça. Ça peut être utile de demander les attentes de la consultation, parce que des fois, il se trouve que, comme je disais, c'est une personne trans, mais finalement, en fait, la personne vient parce qu'elle s'est fait une entorse, et donc il n'y a pas forcément besoin de discuter plus que ça de la transition. Juste, on se met d'accord sur comment on l'appelle pour que la personne se sente bien. Et si c'est pour par rapport à la transition, bah des fois ça peut être juste avoir des infos. Des fois ça peut être je voudrais être orienté ou j'ai des questions, je voudrais demander une ALD. Enfin, voilà. Comme ça on voit un peu les attentes de la consultation. On voit aussi est-ce qu'on peut y répondre ou pas. Et comme ça on peut le dire aussi à la personne. Bah moi ça je sais pas forcément. Par contre bah je peux essayer de vous orienter vers quelqu'un qui pourra vous accompagner. Si on part justement sur le fait d'accompagner, ça peut être intéressant de rappeler que la personne, elle n'a pas à nous convaincre qu'elle est trans ou nous. Enfin, voilà, on est là nous pour bah, un peu comme dans n'importe quel accompagnement, présenter c'est quoi les différentes options, les différentes possibilités, en discuter avec la personne et puis choisir ensemble. Si on doit faire un examen clinique, enfin voilà, peu importe, c'est important que ce soit en rapport avec le motif de la consultation. Le rapport au corps, il peut être un petit peu compliqué. Et donc, le fait, par exemple, j'ai dit d'expliquer ce qu'on fait, ça vaut pour tous les patients en soi. Mais voilà, il y a accordé une attention particulière. Aussi des fois pour des gestes qui nous semblent anodins. Je sais pas, par exemple, poser le stéthoscope sur la poitrine pour écouter le cœur. Nous, on va se dire, bah voilà, on pense pas à mal, juste on écoute le cœur, c'est normal. Mais par exemple, pour un homme trans qui a du mal avec cette partie-là, ça peut être vécu de manière un petit peu difficile. Donc juste dire, bah voilà, là, je me mets là parce que j'écoute le cœur, ça peut rassurer aussi un petit peu. Petite attention aussi au vocabulaire. Il y a certaines personnes, par exemple, le fait de parler de sein, de poitrine, ça peut être un petit peu compliqué. Notamment, je sais qu'il y a certains hommes trans qui vont parler plutôt du torse. Bon, ça, on peut pas le deviner en avance, mais ça peut être utile. Par exemple, si on entend que la personne utilise certains mots pour parler de son propre corps, bah, de reprendre les mêmes mots, même si on se dit, ah oui, c'est pas scientifiquement exactement exact, c'est pas très grave. Euh, L'examen clinique, quand je mets que c'est en rapport avec le motif de la consultation, c'est que ça devrait pas, mais malheureusement, on le voit dans les témoignages, tout ça, ça arrive des fois que certains médecins, sans vouloir penser à mal, mais vont se trouver voilà curieux en se disant ah bah tiens j'ai jamais vu quelqu'un comme ça et du coup des fois vont avoir des gestes ou des auscultations qui sont pas particulièrement justifiés par le motif de la consultation, mais plutôt pour assouvir une curiosité ou pour regarder un peu comment c'est. Et ça, c'est souvent très mal vécu par les patients et patientes. Je pense que quand même, ça arrive de moins en moins, mais le mieux, c'est que ce serait que ça arrive plus du tout. Sur les choses à éviter, donc ça va être alors d'utiliser le dead name. Donc le dead name, c'est le prénom de naissance qui est plus utilisé. Des fois, il y a certaines personnes qui gardent leur prénom, des fois temporairement le temps d'en trouver un nouveau, parce que bah se trouver un nouveau prénom, c'est pas facile, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Ça peut changer aussi des fois, des gens qui testent un prénom, qui puis finalement vont en utiliser un autre.
Donc voilà, ça peut être temporaire. Et des fois, il y a des personnes qui le gardent aussi. Ce prénom-là, ça pose souvent des questions au niveau, on va dire, un peu administratif. Qu'est-ce qu'on met sur les ordonnances? Qu'est-ce qu'on met dans le dossier? Alors, sur le dossier médical, en soi, le dossier médical, ça appartient au médecin, donc on peut mettre ce qu'on veut dessus. Sur les ordonnances, moi, la plupart du temps, bah déjà, on demande aux gens qu'est-ce que vous voulez dans l'idéal comme prénom dessus. Ce qu'on peut faire, c'est souvent sur le prénom d'usage, avec le prénom d'usage, ça passe parce qu'en fait, il y a d'autres choses pour identifier la personne. Il y a la date de naissance, il y a le nom de famille, il y a le numéro de sécu, tout simplement. Ce qu'on peut mettre aussi, par exemple, c'est euh, le nom d'usage, nom de famille, né, prénom de naissance, nom de famille. Comme ça, on arrive quand même bien à identifier la personne. On est sûr qu'on n'est pas embêté en pharmacie, tout ça, mais il y a quand même le bon prénom qui est utilisé. Et souvent, ça fait quand même assez plaisir aux personnes parce qu'en fait, ça montre que ce qui a été dit, c'est reconnu, c'est pris en compte. Et donc, même si finalement, c'est pas forcément vous qui allez faire l'accompagnement sur les hormones, tout ça, ça montre que bah voilà, c'est quand même pris en compte. Et ça, c'est vraiment apprécié par les patients et patientes. Le fait de Bio. mégenrer, donc mégenrer, ça veut dire utiliser le mauvais genre pour s'adresser à la personne. Donc par exemple, pour une femme trans, si on continue de parler d'elle au masculin, bah là c'est le fait de mégenrer. Ça évidemment, bah c'est mal vécu par les gens. Ça peut arriver par erreur ou par habitude. Ça arrive. Dans ce cas-là, ce qui est important de pouvoir se faire, c'est on s'excuse simplement. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses et parce que le fait de revenir énormément dessus en disant, ah, mais vous voyez, c'est super compliqué, mais ça va être très très difficile de bien vous genrer, c'est assez mal vécu par les gens. Donc, on s'excuse, on se reprend, et puis voilà. On évite bien sûr d'être intrusif, donc ça peut hein, amener des questions, tout ça. C'est pas toujours facile de trouver le juste milieu entre bah, s'intéresser à la personne, lui demander où elle en est, et le fait de pas être intrusif. Bon, voilà, je pense que ça, bien sûr, ça va être propre à chacun, ça va être propre aussi à la relation qu'on a avec les gens. C'est pas la même chose, c'est quelqu'un dont on est médecin généraliste depuis des années, qu'on connaît très bien, et quelqu'un qu'on voit pour la première fois. Donc, bah, on adapte et on essaye d'être délicat. On évite aussi de porter un jugement sur le physique, que ce soit en positif ou en négatif. Bien sûr, de toute façon, le fait de faire un jugement négatif sur le physique, c'est jamais bienvenu pour personne en soi. Mais le fait de faire un jugement positif, par exemple, de se dire, oh waouh, c'est super bien fait, oh waouh, vous êtes très jolie pour une femme trans, ou ah, j'aurais jamais dit. En fait, finalement, c'est en général assez mal vécu. C'est un peu ce qu'on appelle des faux compliments et donc c'est souvent mal vécu par les gens. On évite aussi d'imposer un rythme ou un ordre dans la transition. Par exemple, de dire bah d'abord il va falloir faire ça, ensuite il va falloir faire ça, ensuite il va falloir faire ça. Nous, c'est vraiment, on est là pour proposer les choses qui sont possibles. Et après, le rythme, bah, c'est en fonction de la personne. Il y a des gens qui vont avoir besoin de temps, qui sont au tout début de leur réflexion. Il y a des personnes, et c'est d'ailleurs souvent le cas, avant d'arriver chez un médecin et d'en parler, ça fait des mois, voire des années qu'ils y réfléchissent, qu'ils en parlent plus ou moins autour d'eux. Et du coup, le fait de pouvoir enfin prendre son courage à deux mains et de venir en parler à un médecin, bah, ça fait très longtemps qu'ils en parlent, ils ont eu le temps de bien réfléchir dessus, et donc là, le fait de dire, comme c'était dans les recos qui étaient assez vieilles d'il y a des années et qui ont changé maintenant, de dire, bah, on attend d'abord plusieurs mois, on teste, ensuite plusieurs mois comme ça fait beaucoup plus de mal que de bien aux personnes. En fait, on s'adapte à chaque personne. J'ai remis aussi le terme transsexuel parce que c'est un mot qui n'est plus à utiliser. Déjà parce qu'il est mal construit. On ne parle pas de sexualité, ça n'a rien à voir. On parle de genre. Donc c'est pour ça qu'on dit transgenre. Aussi, transsexuel, c'est un mot qui est assez connoté et notamment assez connoté quand il y avait beaucoup de psychiatrisation. Transsexuel, c'était la maladie mentale. Donc là, on n'est plus du tout là-dedans. Ça fait bien longtemps qu'on sait que c'est pas une maladie mentale, donc on essaye vraiment de se séparer de ce mot-là. Il y a certaines personnes qui vont encore l'utiliser, notamment chez les personnes bon, plus âgées, tout est relatif, mais sur un peu d'ancienne génération, il y en a qui l'utilisent encore. Bah ça, on n'a rien à dire. Si des gens l'utilisent pour parler d'eux-mêmes,
bah voilà. Mais par contre, euh, poser ce terme-là sur des personnes qui l'utilisent pas, en général, ça va être mal vécu, surtout quand c'est dans un peu des personnes qui sont plus jeunes. Je vous ai mis du coup en ressources. Lilou, Quand... Oui, Lilou. En oui, théorie, du coup, on a presque, il te reste 5 minutes. Voilà, essaye de, voilà, on peut déborder un petit peu, mais essaye de faire rentrer un peu de plus rapidement. condense. Ok, très bien. Bon, du coup, la charte, de toute façon, c'était vraiment juste pour illustration et que vous puissiez la regarder quand vous aurez le diapo, qui reprend un petit peu ces principes-là. Le niveau 2, c'est l'idée de pouvoir au moins faire les renouvellements, les dépistages. Les renouvellements des traitements, en général, il n'y a jamais d'urgence à adapter les traitements, les hormones. L'important, c'est de pouvoir éviter les ruptures de traitement et bien sûr de réorienter les gens qui disent, bah, ça fait longtemps que j'ai pas eu rendez-vous avec mon endocrinologue, bah, on lui renouvelle pareil et puis on dit, bah, voilà, reprenez rendez-vous. Comme pour tout le monde, on peut proposer des dépistages, c'est pas obligatoire, mais proposer les dépistages IST. Sur tout ce qui est dépistage cancer, frottis, mammo, si on ne sait plus où on en est, on se réfère aux organes. La personne, que ce soit une femme cis, un homme trans, a un utérus, on peut lui proposer un frottis. La personne, que ce soit une femme cis, un homme transgenre qui a toujours une poitrine, une femme transgenre qui a une poitrine, on peut lui proposer une mammographie, pas toujours à partir de 50 ans. Pour les femmes trans, c'est utile s'il y a eu un traitement hormonal depuis plus de 5 ans. On peut essayer de faire aussi un petit peu du dépistage niveau santé mentale, que ce soit anxiété, dépression, idées suicidaires. Évaluer un peu le soutien de l'entourage sans être trop invasif non plus. Euh, tout ce qui est troubles de santé mentale, anxiété, dépression, c'est des choses qui sont quand même un petit peu plus fréquentes, notamment dues aux violences, à la transphobie, à l'isolement. Donc c'est bien de pouvoir le dépister pour après orienter, le prendre en charge. On peut parler aussi contraception. Le traitement hormonal, c'est pas contraceptif. Ça diminue la fertilité, mais c'est pas 100% contraceptif. Donc il y a toujours un risque de grossesse. On peut mettre des contraceptions, mais éviter plutôt les œstroprogestatifs si la personne est sous testo. Le niveau 3, et ça je trouve que c'est vraiment le cœur de la médecine générale, c'est de pouvoir orienter, de pouvoir voir c'est quoi les besoins de la personne et l'orienter. Donc on peut faire les demandes d'ALD pour pouvoir avoir les remboursements. Je vous ai mis ce site-là, j'en reparlerai un petit peu après, mais Transidenticlick, c'est un site d'aide à la prescription qui est vraiment très bien fait, très intéressant et qui a aussi des exemples d'ALD 31 pour pouvoir voilà, les avoir remplis toutes faites. L'idéal en général, c'est de mettre un petit peu tout. Comme ça, au moins si les gens en ont besoin, bah c'est parfait, c'est demandé. S'ils en ont pas besoin, bah c'est pas grave. S'il y a des demandes de traitement hormonal, ça peut être orienté vers des personnes qui sont formées pour ça. Donc ça peut être endocrinologue, certaines gynécos, certaines médecins généralistes. On peut faire du travail de la voix aussi avec des orthophonistes qui va être remboursé à 100%. Psychologue et psychiatre, alors c'est utile s'il y a des difficultés au niveau psy, si justement on a dépisté des difficultés au niveau santé mentale. C'est aussi important si la personne se projette dans une chirurgie génitale, parce que du coup pour les chirurgies de réassignation génitale, c'est quand même vraiment très 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 régulièrement demandé d'avoir un suivi psychiatre de 2 ans. Donc c'est intéressant de pouvoir l'anticiper. Pour le reste, que ce soit pour les hormones, pour les chirurgies, il n'y a pas d'obligation de suivi ni de certificat. Donc ça dépend plutôt quelle est la personne qui va la recevoir, parce qu'en fait, c'est en fonction des pratiques des médecins. La préservation de la fertilité, c'est intéressant d'en parler aussi, parce qu'autant les hormones, les chirurgies, souvent quand les personnes viennent vous demander, elles savent un petit peu que ça existe, voilà, même si pas toujours hyper précis comment ça se passe. La préservation de la fertilité, les gens n'en entendent pas souvent parler, et c'est intéressant, même si c'est pas vous qui la prescrivez ou qui orientez, d'avoir déjà reçu au moins une petite info dessus. L'idée, c'est que le fait de mettre des hormones, ça diminue la fertilité, surtout chez les femmes trans. Ça a beaucoup, les œstrogènes ont beaucoup plus une atteinte sur les testicules et la production spermatozoïde que la testo sur les ovules. Il y a eu pas mal de personnes qui ont pris de la testo pendant plusieurs années, puis qui ont fait une pause et qui ont pu avoir une grossesse. C'est quelque chose, voilà, on n'est pas sur du 100% de réversibilité, il y a toujours un risque que ça fonctionne pas, donc on propose aussi les congélations d'ovocytes.
mais c'est intéressant de le savoir. Pour les préservations de sperme, en plus, c'est relativement facile. Alors, ça, c'est un recueil par masturbation, donc tout le monde n'est pas hyper à l'aise avec ça, mais ça peut se faire en une seule consultation au sécos. Dans ces cas-là, faut leur dire d'avoir pas eu d'éjaculation sur 3 à 5 jours avant. Mais voilà, c'est intéressant qu'ils aient l'info. Sur les chirurgies, donc dans les différentes chirurgies possibles, ça peut être chez des chirurgiens plastiques ou esthétiques qui peuvent faire ou de la chirurgie esthétique générale, ou ça peut être certains chirurgiens esthétiques qui font des mammectomies, donc le fait de retirer la poitrine ou de l'augmentation mammaire. Ça peut être des gynécos, des fois pour justement les opérations au niveau mammaire, ou bien pour des hystérectomies, qui est fait, ça peut arriver, mais les demandes sont quand même beaucoup moins fréquentes, surtout maintenant, parce que autant avant, jusqu'à 2012, il y avait besoin absolument d'être stérilisé pour avoir le droit de changer son genre sur les papiers, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et donc, il y a moins justement ces demandes-là. Chez l'urologue, ça peut être sur des ablations de testicules. Ça se fait, mais c'est pas hyper courant en pratique s'il n'y a pas de chirurgie génitale globale. Et chirurgie maxillofaciale, ça peut être sur des chirurgies de féminisation du visage. À La Réunion, il y a toutes les chirurgies qui sont possibles, sauf les chirurgies génitales. Et du coup, pour les chirurgies génitales, il faut, en général, la plupart du temps, c'est en métropole. Ça peut être aussi à l'étranger, mais du coup, il n'y a aucune prise en charge. Quand il y a des demandes en métropole, on peut faire des demandes de transport sanitaire. Je vous ai mis là aussi, pareil, il y a le lien vers le formulaire qui est à remplir, très simple, et à envoyer par mail. Il y a le mail sur le formulaire. Les réponses sont assez rapides. En général, moi, je joins un courrier qui explique un peu la situation parce que les petites cases sur le formulaire sont assez restreintes. Donc, c'est bien d'avoir un courrier qui donne un peu la situation. Les réponses sont assez rapides, les gens sont très bien accompagnés. Donc, ce qui est pris en charge, c'est le transport. Donc, ça va être l'avion, par exemple, jusqu'à Paris. Et maintenant que la chirurgie soit à Lyon, ou ils prennent un avion jusqu'à Lyon, ou sinon en avion La Réunion, Paris, et par exemple en train Paris-Lyon. On peut avoir aussi des VSL pour, par exemple, de l'aéroport jusqu'aux maisons de santé qu'il y a à l'hôpital, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être prises en charge. Et quand il y a ça, les gens sont contactés par une assistante sociale de la Sécu pour leur demander est-ce qu'ils ont besoin d'aide pour s'organiser pour l'hébergement notamment, qui est pas forcément pris en charge, mais voilà, ils peuvent être accompagnés en tout cas sur ça. Donc pour faire les demandes, il faut savoir qu'il faut une convocation. Donc il faut qu'ils aient la convocation à leur rendez-vous, et là on peut le faire. Ça peut être sur les premiers rendez-vous et aussi après bien sûr sur les moments des chirurgies. Il va Et falloir conclure pour... il parfait, va falloir... Ouais. j'ai fini quasiment. Et il y a l'épilation laser qui peut être pris en charge si c'est des dermatos. Ça, je vous le mets juste pour que vous ayez l'info. Il y a un service attentionné à la Sécu, à l'assurance maladie, qui justement peut répondre aux différentes questions des patients notamment. Le niveau 4, donc on n'aura bien sûr pas le temps de détailler aujourd'hui, ce serait d'initier et d'adapter les traitements. Donc ça, comme pour tout traitement, on recherche les contre-indications, on fait un bilan de base et ensuite on adapte. Je vous ai mis pas mal de ressources, donc Transidenticlic dont j'ai parlé tout à l'heure, le reste, le réseau Santé Trans, qui propose des formations à la primo-prescription et surtout qui est intéressant parce qu'après on est en lien avec d'autres médecins qui font les suivis. Donc si on a des questions, c'est très utile. Un livre qui est vraiment intéressant dessus. La RCP transhémostase, c'est utile notamment quand il y a des questions justement thromboemboliques, tout ça. Bon, après, si vous prescrivez pas, ce sera pas forcément pour vous. Et juste diapo sur les recommandations de la HAS qu'il y a eu en juillet 2025. Vraiment très très intéressante. Ils ont produit 4 documents. Donc les recommandations pures, l'argumentaire qui détaille et qui explique le pourquoi de chaque recommandation. Donc bien sûr beaucoup plus longue, pas à lire comme ça, mais si vous vous posez une question de pourquoi telle recommandation, il y aura très probablement la réponse dans l'argumentaire. Une fiche spécifiquement pour les médecins généralistes qui est vraiment intéressante parce qu'elle remet le médecin généraliste au cœur justement du parcours de soins et de la coordination. Et aussi une petite page justement sur le parcours de soins, mais qui est un petit peu général. Pour les mineurs, c'est encore quelque chose qui est en projet justement. Il va y avoir des recommandations HAS, mais pas tout de suite.
sur comment ça se passe à La Réunion. Donc l'idée d'un parcours de soins, c'est quelque chose qui est en cours de création. On a commencé un groupe de travail justement avec le Corévi. Il y a eu un changement en Corrèze, donc il y a une réorganisation un petit peu, donc on n'a pas pu faire de nouvelles réunions. La charte que j'ai très rapidement évoquée tout à l'heure, l'idée c'est d'avoir une liste de signataires pour pouvoir la partager, parce qu'en fait, ce qui est difficile souvent, c'est que on n'a normalement pas le droit de partager en disant allez voir tel médecin ou n'allez pas voir tel médecin. Mais en même temps, à la fois les patients, patientes et les médecins sont en demande d'avoir des listes de personnes qui prennent en charge. Donc, par exemple, moi, j'ai la liste des personnes avec qui je travaille, tout ça, que je peux voilà, conseiller si jamais on me demande. Mais c'est des choses qu'on peut pas diffuser à grande échelle. Donc, on essaye de le faire, par exemple, avec cette idée de charte. La RCP, donc ça, j'en dis juste deux mots. C'est une RCP qui vient de commencer, qu'on a organisée. On a fait une première session là tout récemment, interrégionale avec en métropole Est, donc plusieurs villes et à La Réunion. L'idée, c'est d'avoir pour les transitions de mineurs, c'est toujours validé en RCP de toute façon, mais avant, on dépendait beaucoup de la RCP de Paris qui commençait à avoir vraiment beaucoup de demandes. Et donc là, l'idée, c'est de faire quelque chose plutôt en interrégional. Je ne sais pas pourquoi on s'est retrouvé avec l'Est, mais finalement, c'est très bien. On va faire ça tous les 2 mois. Voilà, ça y est, j'ai fini. J'ai un petit peu dépassé, mais j'avais beaucoup de choses à vous Merci raconter. beaucoup, Lilou. Donc voilà, c'est le temps des questions. Donc n'hésitez pas. Peut-être dans un souci de commodité, s'il y en a qui veulent prendre la parole pour parler directement. Sinon, vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Voilà, donc un grand merci Lilou pour cette présentation. Je découvre le site, moi personnellement, Transidenticlick. J'irai y faire un tour. Je savais pas qu'on avait aussi un clic dans le domaine. Tu sais qui a fait ce site? C'est noté dessus, en fait, c'est une interne, c'était dans un projet de thèse, donc vraiment incroyable comme thèse et vraiment, vraiment très bien. Et puis en plus, qui continue à être mis à jour avec les différentes recommandations. Ok. Donc ceux qui veulent prendre la parole, donc il y a François Pierson qui fait des applaudissements. Sinon, n'hésitez pas à faire, à vous manifester avec une réaction par exemple pour demander la parole ou à écrire vos questions dans le chat. C'était très clair, Lilou. En gros, donc, tu différencies la dysphorie du coup physique et la dysphorie sociale. Quand nous on classe dans notre CIM-10, en fait, on a dysphorie de genre. Comment est-ce qu'on appréhende cette notion-là et comment est-ce qu'on fait la différence entre un patient transgenre qui n'est pas dysphorique et quelqu'un qui l'est? Ben, alors, une dysphorie, il y en aura toujours. C'est-à-dire que si on a, on va dire, aucun inconfort du tout avec son genre, en général, on ne fait pas particulièrement de parcours de transition. Donc, c'est-à-dire qu'une dysphorie, il va y en avoir à un moment ou un autre. Mais c'était pour rappeler qu'en fait, elle se manifeste pas du tout de la même manière d'une personne à une autre. Et aussi, au fur et à mesure de la transition, c'est des choses qui peuvent évoluer. Par exemple, il va y avoir certaines personnes en début de transition, comme du coup, il y a rien qui a changé, qui vont être très focalisées sur certaines parties du corps ou sur certaines difficultés ou certaines visions des autres. Et finalement, quand il va y avoir justement des changements physiques, un certain passing, donc une perception différente des autres qui va s'installer, et ben il va y avoir des fois certaines choses qui vont s'apaiser et du coup d'autres qui vont pouvoir ressortir et on va pouvoir les traiter un petit peu petit à petit. Il y Merci a Docteur Lilou. Pierson, je crois qu'il y a une Ouais. question. Oui, merci Lilou, bonjour. Et Bonjour. oui, ma question, c'est, tu parlais des RCP pour des patients mineurs. Oui. Et donc, je voulais savoir comment ça se passait, qu'est-ce qu'il fallait faire et en quoi ça peut les accompagner dans leurs décisions. C'est-à-dire que les patients mineurs, on a l'impression qu'ils sont un peu en recherche et qu'ils cherchent quelquefois un soutien ou inversement. Et donc, ils ont une décision qui est quand même importante à prendre.
et comment on peut les aider dans cette décision et en quoi les RCP peuvent les aider dans ces décisions qu'ils vont avoir à prendre. Alors, du coup, pour les patients mineurs, alors comment ça se passe? Les patients mineurs, du coup, pour le coup, c'est effectivement encore plus encadré que, par exemple, chez les adultes. Donc, pour les mineurs, en général, ça va être quasiment que des endocrinopédiatres. Donc, nous, moi, je travaille beaucoup avec docteur Marie Waro, qui est au CHU Sud à Saint-Pierre, qui fait beaucoup de suivi. Et donc en général, bah, elle déjà, elle les reçoit une première fois. Elle fait le point un petit peu avec eux de où ils en sont, avec les parents aussi. Il y a aussi, en général, quasi systématiquement, c'est proposé d'avoir un accompagnement au niveau psy. Alors souvent une évaluation, des fois au moins une fois avec un psychiatre. Après, s'il n'y a plus forcément besoin d'un suivi psychiatrique, au moins suivi avec psychologue. Je sais que elle travaille beaucoup avec le CAPAS, justement, qui est le centre de santé mentale des adolescents au CHU Sud, avec qui on avait travaillé pour faire la charte que j'ai survolée tout à l'heure. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est qu'il y a un accompagnement qui est en général assez long sur plusieurs mois, voire plusieurs années, et d'affiner avec le jeune, bah, c'est quoi ses besoins, c'est comment il se projette dans tout ça, c'est quoi ses attentes, affiner avec les parents aussi. Donc en fait, il y a tout un suivi. Là, par exemple, justement, dans la RCP qu'on a eue, c'est vrai que c'était intéressant parce qu'il y avait donc on a pu présenter, Dr Waro, elle a pu présenter, je crois, trois personnes qu'elle suivait à La Réunion, donc avec bah, des cas assez différents, mais c'est vrai qu'en général, ils sont suivis au moins depuis plus d'un an, suivis aussi par le CAPAS, donc il y a enfin le CAPAS ou pas, mais il y a en général une présentation au niveau médical, une présentation des psys qui les suivent, et en fait, nous, à la RCP, c'est quand on valide des choix, alors il peut y avoir le côté purement médical, vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indications, de problématiques, de choses comme ça. Et aussi, on peut bah, se poser des questions sur bah, où en est la personne. Après, en soi, c'est pas au médecin de choisir. Nous, on peut dire bah, qu'on y réfléchit ensemble et on peut orienter. Mais il y a aussi, ben avec les mineurs, ce qui est utile, en fait, mineur, ça regroupe beaucoup de réalités, parce que mineur, c'est 17 ans, tout comme mineur, c'est 8 ans. Donc là, bien sûr, ça va pas se passer de la même manière. Quand c'est des personnes qui sont prépubères, de toute façon, on fait, enfin, en tout cas, médicalement, au niveau médicaments, il y a rien, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de puberté. Ce qu'il peut y avoir, c'est des bloqueurs de puberté. Les bloqueurs de puberté, ça sert à donner du temps, en fait. C'est justement, on évite qu'il y ait des changements physiques qui vont bah, potentiellement donner lieu à des chirurgies après. Ça évite justement, par exemple, chez un petit garçon trans, bah, qu'il y ait une poitrine qui se développe et que donc il doit faire une chirurgie de mammectomie plus tard. Donc la, ou chez une jeune fille trans bah, qui est par exemple beaucoup de pilosité qui se développe, qu'elle doit faire de l'épilation laser, qui a les épaules qui se développent et ça, bah, il n'y a pas d'opération pour ça. Donc en gros, l'idée c'est de gagner du temps pour que les enfants, les adolescents, les très jeunes adultes aient le temps de réfléchir et puissent ensuite bah, prendre des décisions quand c'est le moment de prendre des décisions. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, merci. Ça répond en partie à ma question. Qui participe à ces RCP? Alors, CRCP, il y a du coup bah, des endocrinologues, donc enfin, les endocrinopédiatres, il y a des pédopsychiatres, il y a, je crois qu'il y avait un chirurgien à ce moment-là, donc on peut faire intervenir les chirurgiens aussi ponctuellement, notamment quand eux, ils ont des indications de chirurgie à faire valider en RCP. Il y a aussi des fois des infirmiers, notamment les infirmiers qui travaillent beaucoup dans certains services qui font des accompagnements. Et il y a aussi des représentations d'associations. Et les parents, est-ce que ils sont inclus dans le projet et comment? Et parce que moi, je vois beaucoup de détresse chez certains parents ou de d'incompréhension. Et c'est compliqué d'accompagner les parents. Ouais. Alors, en tout cas, pour l'instant, dans les RCP, c'est pas des RCP qui incluent ni les patients ni les parents, pour l'instant, en tout cas. C'est
je sais pas si, bon, là, on en a fait une pour l'instant. C'est vraiment un projet qui est tout neuf et qui est en train de se lancer. Ça se modifiera peut-être. Bon, après, il y a des questions de secret professionnel aussi, vu qu'on présente plusieurs personnes. Mais sinon, les parents, déjà, pour qu'il y ait quoi que ce soit qui se fasse chez les mineurs, il y a besoin de l'autorité parentale de tous les gens qui ont de l'autorité, donc la plupart du temps des deux parents. Ça peut poser d'ailleurs des fois des difficultés, notamment quand il y a un parent qui est très soutenant et l'autre qui n'est ou pas présent ou qui est pas très soutenant ou qui est complètement contre. Donc bah là on est bloqué en général. Donc ça va être en tout cas on est bloqué pour de la prescription médicale. Par contre bien sûr on n'est pas bloqué pour faire de l'accompagnement, du soutien, de l'information. Et oui je pense que c'est ça, c'est le fait d'avoir des endroits où les gens peuvent aussi exprimer leurs inquiétudes. Moi, alors, je fais pas, enfin, en tout cas, je fais pas de prescription chez les mineurs. Ça m'arrive de faire où je reçois les mineurs et ensuite je réoriente. Mais finalement, les questions se posent aussi chez les jeunes adultes et des fois chez les moins jeunes adultes où là, avec les parents, ça peut être compliqué. Et du coup, ça m'arrive de recevoir aussi en consultation la personne et les parents pour que les gens puissent poser leurs questions. Parce que, alors, il y a des parents qui vont être juste complètement opposés, complètement contre. Mais en fait, souvent, et surtout quand c'est des gens qui arrivent quand même à nous, aux médecins, c'est des gens qui vont surtout être inquiets, qui vont se demander bah, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des risques pour mon enfant, qu'est-ce que ça va donner. Donc nous, on est là pour aussi leur donner des informations. Alors après, on peut pas choisir leur place et c'est pas le but, bien sûr, mais on peut en tout cas les renseigner le plus possible, les inciter aussi à être accompagnés, à être suivis, par exemple, au niveau psychologique, s'il y a besoin. En tout cas, l'idée d'être accompagné, ça aide en général. Alors le problème, c'est que dans tous les cas, les parents, ils sont pas, on s'en fout qu'ils soient pour ou contre. Le problème, c'est est-ce qu'ils sont aidants ou est-ce qu'ils sont perturbateurs? Et c'est le problème de beaucoup de transgenres qui veulent, qui ne veulent pas décevoir leurs parents ou qui veulent faire plaisir aux parents. Et c'est très compliqué, les rapports familiaux dans Bien ces sûr. cas-là. Bah oui, bah et puis c'est vrai que moi pour accompagner du coup beaucoup quand même bon, plutôt de majeurs du coup mais les problèmes se posent aussi et c'est vrai que c'est des choses qui reviennent souvent. Il y a des familles et des personnes qui sont où les gens sont très soutenants et où il n'y a pas de souci, mais il y a aussi quand même assez souvent où les gens sont assez isolés ou bien ils enfin voilà, c'est dit mais ils en parlent pas trop, ils sont pas très soutenus ou bien ils le font en n'ayant pas du tout de soutien. Et bah là, c'est pas facile, mais nous, après, on pourra pas tout résoudre, hein, bien sûr, mais en tout cas, on peut garder la porte ouverte pour écouter ou notre patient patiente directement, ou la famille s'ils ont envie. Merci. Donc, une question dans le chat du docteur Di Giuseppe. Merci, docteur Pedrazzoli. Question sur les identités sur ordonnance. Si on change les prénoms, les pharmacies sont OK avec ça? Par ailleurs, comment ça marche pour la Sécu? Si on veut changer de genre, cela se ferait automatiquement avec le changement de l'état civil? Alors, du coup, donc deux questions. Du coup, sur les ordonnances, moi j'ai l'impression que ça dépend un petit peu des pharmacies. C'est-à-dire que j'ai déjà eu que ce soit des pharmacies, des labos où je mettais les prénoms d'usage et ça posait aucun problème parce que comme je disais, justement, du coup, il y a la date de naissance, il y a le numéro de sécu, il y a le numéro NIR. Enfin voilà, les gens sont identifiés et ça posait pas de souci. Et j'ai aussi eu des fois des patients qui m'ont demandé de refaire les ordonnances parce qu'au labo, on leur a dit non, non, pas du tout, pas question, il vous faut l'ordonnance avec le prénom de carte vitale. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de règle absolue et que ça peut tout autant passer que pas passer. Donc, je dirais que c'est à voir avec les gens. Qu'est-ce que eux, ils préfèrent? En leur disant bah potentiellement si jamais on change, il y a un risque que ça passe pas et qu'il faille refaire l'ordonnance. Mais voilà, ça dépend un petit peu. Moi, c'est vrai que du coup, j'ai des pharmacies, des labos qui sont autour de mon cabinet qui ont l'habitude. Donc j'imagine que c'est aussi une question d'habitude, mais comme quoi ça, enfin, voilà, c'est des choses qui peuvent se faire. Et sur le changement. Donc ça c'est vrai que c'est la partie plutôt transition sociale et administrative, donc j'ai moins exposé ici. Le changement de prénom, ça peut se faire en mairie.
le changement d'état civil, ça se fait au tribunal. Donc c'est une demande au tribunal de grande instance. On peut faire aussi la demande prénom et état civil en même temps. La mairie, c'est la mairie de là où on habite ou bien de là où on est né. Ça prend en général quelques mois, quelques semaines. Le genre, c'est au tribunal et ça prend souvent plusieurs mois. Ici, donc c'est au tribunal de Saint-Denis. Est-ce que ça se change automatiquement? S'il y a juste un changement de prénom, ça change rien sur le genre, donc au niveau de la Sécu, ça va pas changer. Par contre, s'il y a un changement au niveau état civil, là du coup oui, il y a un changement du numéro, donc le un qui change en 2 ou inversement, et avec une nouvelle carte de Sécu. D'ailleurs, souvent les gens sont un peu en difficulté avec la Sécu pour ça. Et c'est là où les contacts du parcours attentionné de la Sécu que j'ai mis dans le diapo peuvent être utiles pour pouvoir accompagner les gens sur ce changement, pour avoir les nouvelles cartes vitales, notamment au niveau du prénom. Autant le changement du numéro, ça a l'air de passer, mais il y a souvent des problématiques où le prénom est pas changé et ils reçoivent encore et encore la même carte vitale avec le prénom pas changé alors qu'ils leur demandent à chaque fois. Là, c'est utile de leur donner ce contact-là. Ok, merci. Donc du coup, ben, merci beaucoup d'avoir participé. On peut encore prendre quelques questions. Je voudrais juste préciser, donc pour ceux qui nous ont rejoints un peu après, que cette session a été enregistrée pour pouvoir la regarder en replay. Elle est enregistrée, elle ne sera diffusée qu'à la condition que chacun d'entre vous ne s'oppose pas à la diffusion. Si vous n'êtes pas d'accord que cette session soit diffusée, sachant qu'on a votre nom qui est enregistré, et puis si vous avez connecté votre caméra, ben, on voit également votre visage, ainsi que les éléments textuels que vous avez pu écrire. Si vous vous y opposez, vous pouvez le marquer dans le chat ou me l'indiquer. Euh, donc Vincent va vous faire mettre dans le chat la session, enfin comment, le formulaire d'évaluation de cette formation. On est toujours soucieux de voir si les formations qui sont organisées par le collège des généralistes enseignants répondent à vos attentes. Donc, bah, n'hésitez pas, s'il vous plaît, ça nous rend service pour ces formations qui sont organisées par l'association. Donc, vous avez le lien dans le chat et merci du coup d'évaluer. Est-ce qu'il reste des questions? Eh ben, j'ai l'impression que cette fois tout était clair. Merci beaucoup Lilou pour cette présentation et pour la réponse à ces questions. Un grand merci pour cette thématique voilà qui est pas fréquemment abordée en médecine générale. Je pense que ça a clarifié pas mal de choses. En tout cas pour moi, c'est le cas. Merci à tous. Bonne soirée. On a tenu le timing. Il est 20h59. Donc, c'est parfait. Voilà. Merci N'oubliez beaucoup. pas, s'il vous plaît, le questionnaire de satisfaction avant de partir. Ça vous prendra pas longtemps, mais pour nous, ça nous aide beaucoup. Voilà. Je Et bonne vous ai laissé soirée à mon tous. mail. Je vous ai laissé mon mail comme ça, s'il y a besoin, vous pouvez me contacter aussi. Voilà, si vous avez des questions un peu plus spécifiques sur la thématique ou même si vous êtes un peu en difficulté avec un patient, une patiente, on peut échanger, il n'y a pas de souci. Et du coup, vous Pareil. avez, on aura également, on mettra à disposition le PowerPoint avec l'accord du docteur Pedrazzoli. Donc dans la liste d'enregistrement, d'émargement, pardon, pas, enfin des personnes qui se sont préinscrites à cette soirée de formation. Voilà, vous aurez dedans la ressource et notamment les éléments de la charte. Hein? Lilou, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Et puis normalement sur le diapo, alors je vais vérifier que ça marche, mais du coup j'avais mis des liens justement sur lesquels on peut cliquer, sur les ressources, sur les liens de la HAS, etc. Tous les trucs qui sont soulignés, normalement c'est des liens. J'espère que ça fonctionne, je vais vérifier. Mais comme ça, vous pourrez avoir toutes les infos. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au Au revoir. revoir.